Test. Salam alaikum, bonsoir et bienvenue à l'Institut français de Marrakech pour cette première nuit du débat d'idées, le premier volet d'un cycle de nuit des débats d'idées organisé avec les instituts français de Fès, Tétouan, Essaouira et Marrakech, en partenariat avec l'ensemble des instituts français du Maroc et notamment l'Institut français de Casablanca, qui retransmet également ce Facebook Live. Je suis très heureux de vous accueillir à distance dans la médiathèque de l'Institut français de Marrakech et espère que nous pourrons organiser les prochaines nuits des débats en présentiel ici à la médiathèque de l'Institut ou encore mieux à la maison Denise Masson dans la Médina. Mais en attendant, on est vraiment très heureux de pouvoir échanger avec vous et de débattre avec vous tous puisque vous pourrez réagir et poser des questions sur le Facebook Live. Pendant ces cycles de nuit des débats, l'enjeu est vraiment, avec des intellectuels, des scientifiques, des artistes, de penser le monde d'après-Covid, les impacts du Covid sur les sociétés contemporaines, que ce soit dans le domaine du développement durable, du tourisme, de l'éducation, de l'égalité femmes-hommes, etc. Bref, réfléchir avec des intellectuels marocains, français et du monde entier aux différents impacts de cette pandémie sur la société et sur l'avenir de nos sociétés dans le cadre de débats d'idées que nous avons pu initier avec l'Institut français Paris dans le cadre de la Nuit des idées. Mais aujourd'hui, pour ce premier cycle, nous intervenons au moment du mois de la francophonie. Donc nous avons collectivement souhaité aborder un sujet linguistique, et un sujet linguistique assez passionnant sur les discriminations linguistiques et la glottophobie, mais je laisserai les experts nous expliquer et débattre. Et à cette occasion, je suis vraiment très heureux d'accueillir à distance le professeur Philippe Blanchet. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous en direct de la Bretagne. Je suis également très heureux d'accueillir le professeur Mohamed Lahlou de l'Université Kadi Hayat de Marrakech. Merci infiniment, cher professeur, d'être avec nous. Et je suis très heureux de passer la parole à Madame Anouchka Kerouas, attachée de coopération pour le français au Maroc, qui va animer et modérer cette nuit des débats d'idées que je vous souhaite excellente. Merci. Merci Christophe. Alors, effectivement, comme Christophe l'a annoncé, on va parler non pas de Covid, même si c'est quelque chose qui est très présent. Ça nous changera, on va parler de la francophonie puisque nous sommes au mois de mars et que le mois de mars c'est le mois de la francophonie. En fait, on parle d'une journée de la francophonie le 20 mars qui correspond à la création de l'OIF il y a 50 ans. On parle de la semaine de la francophonie et puis finalement on a élargi au mois de la francophonie pour se donner plus de latitude.
Alors, la francophonie, c'est l'ensemble des personnes et des institutions qui parlent et qui partagent cette langue et qui l'utilisent. C'est 30 millions de locuteurs dans le monde, c'est 300 millions de locuteurs dans le monde, avec une progression ces 4 dernières années de 10%, très impressionnant, sachant que les estimations considèrent qu'en 2050, 85% des francophones se trouveront en Afrique. 132 millions d'apprenants de français ou en français. Le français est la 5e langue dans le monde. Elle est la 2e langue apprise sur les 5 continents. Elle est la 4e langue sur Internet en termes de contenu. Et au niveau institutionnel, comme je le disais, elle est représentée par une institution, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a fêté en 2020 ses 50 ans, alors discrètement évidemment à cause de cette année si particulière, mais j'imagine que ce sera un anniversaire qui sera célébré cette année, puisque se tiendra au mois de novembre à Djerba en Tunisie, le 18e sommet de la francophonie. La francophonie, à travers l'OIF, regroupe 88 États et gouvernements, avec évidemment le Maroc, qui en fait partie comme État membre depuis 40 ans. Et peut-être pour évoquer l'actualité de la francophonie ici au Maroc et en France, vous dire aussi que ce mois a été l'occasion de déployer dans tout le royaume toute une série d'événements, 75 en fait, qui ont été proposés par l'Institut français du Maroc à travers ses antennes. Des événements qui ont eu lieu en présentiel et en ligne, dans la mesure du possible. La francophonie a également été célébrée au Maroc à travers une cérémonie d'inauguration qui a eu lieu le 19 mars avec le ministère des Affaires étrangères marocain, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et l'Institut français du Maroc. Cette programmation, cette année, déployée au Maroc, a été illustrée par des sujets particuliers, comme l'employabilité de la langue, comme le développement durable ou la solidarité. Et évidemment, cette année, comme l'avait proposé l'OIF, la francophonie mettait à l'honneur la figure de la femme à travers le monde. Et c'est également ce qui a été réalisé ici au Maroc. En France, peut-être évoquer rapidement 3 actualités qui concernent la francophonie. C'est l'ouverture, la création et l'ouverture de la Maison des étudiants francophones qui prend place dans la cité universitaire de Paris et qui, comme les maisons qui correspondent donc à différents pays dans cette cité universitaire, vient occuper un espace. C'est l'espace de la francophonie, donc on est sur un territoire différent, mais un territoire quand même. Et cette maison des étudiants francophones propose aux 119 pays qui sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie d'héberger des étudiants donc, pour réaliser leurs études à Paris. Une autre actualité peut-être concernant la francophonie en France, c'est la création toujours en cours et qui est prévue, dont l'ouverture est prévue l'année prochaine, de la Cité internationale de la langue française dans le château de Villers-Cotterêts, à une centaine de kilomètres de Paris. Donc c'est un château qui est en cours de rénovation et qui proposera tout un parcours muséal, des résidences, des espaces d'exposition, un espace complètement consacré à la langue française. Et pour terminer, et pour évoquer un sujet aussi numérique, la francophonie cette année, c'est aussi depuis le 16 mars une application et un site, c'est le dictionnaire de la francophonie, dictionnaire des francophones, que vous pouvez consulter, qui est déjà proposé gratuitement. C'est un dictionnaire collaboratif et évolutif qui vient illustrer la diversité de la langue. Et ce qui est proposé, c'est un petit peu comme à la façon d'un wiki, que tous les francophones du monde viennent proposer des mots et des variétés de mots qu'ils utilisent et qui, même s'ils ne sont pas forcément dans le dictionnaire avec cette définition, font partie de la langue française. Voilà, alors évidemment ce mois c'est souvent l'occasion de célébrer la diversité, la communauté, la richesse de la langue française. Aujourd'hui on va parler d'un sujet peut-être un peu moins réjouissant mais qui est réel, qui concerne pas seulement le français, on va en parler,
Mais la langue est quelque chose de formidable qui peut fédérer. C'est aussi quelque chose qui peut être cause de souffrance, quelque chose qui est moins réjouissant. Et c'est ce sujet qu'on va évoquer ce soir, puisque nous allons parler de la glottophobie. Alors c'est peut-être un mot que vous entendez pour la première fois. On va en avoir quelques explications sur ce qu'il signifie. Je vais présenter les deux personnes avec lesquelles nous allons échanger sur ce sujet. Donc, à ma gauche, Mohamed Lalou. Mohamed, bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres des Sciences Humaines de Marrakech, docteur en sciences du langage, avec une spécialité sur la sociolinguistique et la sociodidactique. En duplex, nous sommes donc en lien avec Philippe Blanchet, qui se trouve en France. Philippe, bonsoir. Vous êtes linguiste, professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2. Vous êtes auteur d'un livre sur la glottophobie que vous avez intitulé « Combattre la glottophobie » aux éditions textuelles. Et vous allez nous expliquer ce concept que vous avez forgé à travers cet ouvrage et évidemment des recherches et un discours. Je vais vous donner quelques indications sur la façon dont cette soirée va se dérouler. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 à peu près. Nous allons, dans un premier temps, visionner ensemble, à travers cette session, une capsule vidéo enregistrée par Philippe Blanchet, dans laquelle il va nous expliquer ce qu'est la glottophobie et développer ce concept qu'il a forgé. Et à la suite de cette capsule, nous nous retrouverons ici, dans la médiathèque de l'Institut, avec notre invité Mohamed Lalou et Philippe Blanchet en duplex, pour évoquer cette question avec des échanges. Vous avez également la possibilité de poser des questions à travers la page Facebook qui me seront retransmises par la suite et que nous poserons à nos invités. Voilà, regardons maintenant ensemble la capsule. On se retrouve tout de suite après. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Msalhir, shukran d'être venu ici partager ces réflexions collectivement. Mes remerciements les plus vifs aux instituts français des villes marocaines qui organisent ces conférences, débats autour de la question des discriminations linguistiques dans le cadre du mois de la francophonie. Je vais donc pendant les quelques minutes qui suivent, vous expliquer, vous présenter mon travail sur ce qu'on appelle donc des discriminations linguistiques que j'ai préféré renommer glottophobie. Je vais d'ailleurs m'en expliquer dans les minutes qui viennent. Première question, donc, de quoi s'agit-il quand on parle de discrimination linguistique? En fin de compte, pour moi, il s'agira, pour préciser les choses, de discrimination à prétexte linguistique. Alors, une discrimination, c'est le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes d'une façon différente d'un autre groupe de personnes ou d'une autre personne en utilisant, pour les différencier, un critère qui est illégitime ou illégal, c'est-à-dire qui n'est pas acceptable. Pour prendre un exemple tout simple, nous considérons probablement, je l'espère en tout cas tous, qu'il n'est pas acceptable de traiter les gens différemment en fonction de la couleur de leur peau, de leur taille ou de leurs convictions personnelles. C'est un prétexte injuste, arbitraire, inacceptable qui va être utilisé pour distinguer le traitement des personnes. Si on applique cette question de discrimination au prétexte linguistique, cela veut donc dire qu'on va traiter les personnes différemment ou les groupes de personnes différemment en fonction de la langue que ces personnes parlent, qu'il s'agisse de parler une langue différente de celle que, par exemple, on voudrait leur imposer ou exiger, ou qu'il s'agisse de parler une langue d'une certaine façon qui est rejetée et sert de prétexte à rejeter la personne. Glottophobie est donc, la glottophobie est donc quelque chose qui englobe tous les prétextes linguistiques, qu'il s'agisse de variétés d'une même langue ou de langues différentes. Alors, pourquoi avoir justement proposé de désigner ces discriminations à prétexte linguistique sous le terme de glottophobie?
D'abord, parce que des études qu'on a faites nous ont montré que la notion de discrimination linguistique n'était pas bien comprise par les gens. Quand on demande aux gens c'est quoi pour vous une discrimination linguistique, les gens pensent qu'on discrimine des langues. Or, il se trouve que les langues ne sont pas des sujets de droit, que les langues ne sont pas des personnes, que les langues ne sont même pas des objets. D'ailleurs, les langues sont des fluides, des moyens de relation, et que donc les langues ne peuvent pas être discriminées, elles ne peuvent pas être traitées différemment, et elles n'en ont rien à faire parce que de toute façon, elles n'éprouvent rien. Par contre, il y a des gens qui utilisent les langues et traiter les gens différemment en fonction de ce que les gens parlent, ça a des effets sur les personnes, puisque ça peut aboutir au fait qu'on refuse aux personnes l'accès à un droit, l'accès à un service, l'accès à une ressource, un emploi, pour prendre des choses toutes simples, hein, l'accès à un emploi, l'accès à une formation, la réussite d'un diplôme ou d'un concours. Mais j'en ai aussi des exemples dans toutes sortes d'autres domaines, l'accès à la santé, aux soins, à un logement, l'accès à l'exercice de la citoyenneté, à la participation au débat public, etc. Donc il fallait transformer la notion pour que les gens comprennent qu'il s'agit bien d'une discrimination qui a des effets sur des personnes et pas seulement sur des langues, ou en tout cas prétendument sur des langues. Du coup, on avait disponible en français, puisque c'est la langue principale dans laquelle je travaille, on avait disponible en français ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une série de termes qui sont toutes construits de la même façon et qui désignent justement des discriminations au prétexte de quelque chose. Alors pour désigner la discrimination, on utilise le suffixe phobie, qui ne veut pas dire peur comme dans le champ psychologique. Là, on est dans le champ social, sociologique, sociopolitique, qui veut dire le rejet. Hein. Souvent, d'ailleurs, le rejet est lié à la peur, mais en tout cas, il s'agit de rejeter des personnes au prétexte de leur origine, xénophobie. Xéno, ça veut dire étranger en grec. Phobie, c'est la peur au départ et donc le rejet en grec. Au prétexte de leur conviction religieuse, et donc on pourra parler de judéophobie, d'islamophobie, au prétexte de la couleur de leur peau. Le terme est plus rarement employé, mais on parle aussi par exemple de négrophobie pour les gens qui ont on utilise le prétexte de gens qui ont la peau supposée noire, en tout cas supposée foncée. Et donc, il fallait inventer un terme équivalent pour parler du prétexte linguistique s'inscrivant dans ce paradigme. Ça n'a pas été très compliqué puisque est disponible un terme grec qui désigne la langue, c'est glotto, comme dans polyglotte, auquel les sociolinguistes dont je suis avaient déjà plusieurs fois eu recours. Mon collègue Louis-Jean Calvé a inventé il y a maintenant quelques décennies la notion de glottophagie, hein, le fait d'avaler des langues, de manger des langues, c'est-à-dire de les faire disparaître. C'était le sous-titre de son petit bouquin qui s'appelle Linguistique et colonialisme. Et puis, dans d'autres langues proches, notamment en italien, qui est une de mes langues familiales, donc ça participe à ma réflexion. Hein. Pour parler, par exemple, de didactique des langues, on parle de glottodidactica, donc glotto pour les langues. Le terme m'est venu assez spontanément, donc glottophobie, deux mots grecs pour désigner le rejet avec un prétexte linguistique. Le fait d'avoir établi cette notion s'appuie bien sûr sur un long travail d'enquête que je n'ai pas le temps d'exposer ici, à partir duquel on a constaté qu'il y avait des gens qui étaient traités différemment, justement au prétexte de la langue que ces personnes parlent, avec l'idée que dans certaines sociétés, dans certaines situations, l'usage de certaines langues est interdite, ou en tout cas qu'il est réprouvé, et que les gens sont privés d'un certain nombre de choses au prétexte qu'ils utilisent cette langue ou une autre langue que la langue qu'on voudrait leur imposer, ou les différentes façons de parler, par exemple les différentes façons de parler le français. L'un des cas les plus connus est ce qu'on appelle l'accent en français, c'est-à-dire une prononciation considérée comme marquée par rapport à une prononciation standardisée, et dont on a pu montrer, ça a été confirmé par de nombreux travaux encore récemment, qu'une partie des francophones du monde, et en France même une proportion notable des gens qui vivent en France,
On estime que c'est plus de 10 millions de personnes ont subi des discriminations à cause de leur prononciation du français. On leur a refusé, par exemple, un emploi, ou on leur a refusé une promotion dans leur carrière, ou on leur a refusé un concours, voilà, au prétexte de l'accent, entre guillemets, que ces gens ont quand ils parlent français, qu'il s'agisse de gens de la moitié sud de la France, dont je suis, ou d'autres régions de France continentale ou d'outre-mer, ou éventuellement des francophones qui viennent d'autres pays du monde, qu'ils soient belges, québécois, sénégalais, algériens, marocains, par exemple, et qui parlent français avec une prononciation caractéristique de leur origine, ce qui veut dire que les discriminations en question sont cumulées, puisque en discriminant les gens au prétexte de leur façon de parler le français, on les discrimine aussi en fonction de leur origine, et c'est bien une discrimination, puisque d'une manière générale, on considère que traiter les gens différemment en fonction de leur origine n'est pas acceptable. C'est illégitime et c'est illégal. Cette illégalité nous amène à constater qu'il y a des appareils juridiques dans lesquels les discriminations sont interdites pour protéger l'égalité d'accès aux droits fondamentaux des personnes, et donc que parmi ces discriminations qui sont interdites sont listés les prétextes qui constituent des discriminations et donc qui ne sont pas acceptables, hein, les prétextes de différenciation qui ne sont pas acceptables. Alors, ces appareils juridiques sont notamment des appareils juridiques internationaux, hein, par exemple le pacte relatif aux droits civiques et politiques de l'ONU, qui est la version, on va dire, juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il s'agisse de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été elle aussi proposée par l'ONU, mais en Europe, nous avons la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est le texte de référence de la Cour européenne des droits de l'homme, ou bien la Charte européenne des droits fondamentaux. Tous ces textes internationaux qui s'appliquent dans les pays qui les ratifient, qui ont force de loi dans les pays qui les ratifient, interdisent d'utiliser un prétexte linguistique pour traiter les personnes différemment. Cette notion est entrée aussi dans le droit, disons, de plusieurs États, qu'on pourrait appeler le droit national. Ça dépend de la conception qu'on a de la nation dans l'État, mais qu'on pourrait appeler le droit national. C'est par exemple le cas au Canada, pour prendre un exemple que je connais d'assez près. Hein. En France, l'introduction explicite de l'interdiction de différence de traitement avec un prétexte linguistique, existait déjà dans les textes internationaux dont j'ai parlé, ratifiés par la France, mais cette interdiction est entrée dans le code pénal français pour une première fois à la fin de l'année 2016 en interdisant de traiter les gens différemment au prétexte qu'ils peuvent s'exprimer dans une autre langue que le français. Et elle est en train d'entrer une deuxième fois dans le code pénal, puisque a été voté par l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre dernier 2020 un texte qui rajoute la notion d'accent dans les interdictions de discrimination, cette interdiction devant être confirmée par le Sénat selon le processus législatif français. Ça devrait être le cas au printemps 2021, donc c'est tout proche. À partir du moment où ça entre dans le code pénal d'un pays ou d'un autre, peu importe comment ça s'appelle, hein, dans la loi, et que c'est interdit, il y a des sanctions qui sont prévues. En France, c'est l'article 225 du code pénal qui prévoit les mêmes sanctions, quel que soit le prétexte de discrimination, parce que toutes les discriminations sont inacceptables. Il n'y a pas de hiérarchie entre les discriminations, c'est juste le résultat des discriminations qui est inacceptable, et il est toujours le même. Une personne ou un groupe de personnes se voit privé d'un droit, d'une ressource, d'un service, et cette privation illégitime et illégale fait l'objet d'une sanction qui en France est relativement lourde, et elle est aggravée quand elle est produite par des personnes ou des organismes ayant une mission de service public, de service à la personne. Pour l'instant, à ma connaissance, puisque vous voyez, ça fait 4 ans, à peine un peu plus de 4 ans que c'est entré dans le code pénal français, à ma connaissance, ça n'a pas encore donné lieu à une décision d'un tribunal qui pourrait nous permettre de voir comment c'est interprété et comment se met en place une jurisprudence. Il faut dire qu'en France, et je vais y revenir, la question des droits linguistiques est une question très compliquée, puisqu'il y a une tradition vieille d'un peu plus de 2 siècles maintenant, d'obligation d'usage d'une seule langue qui est le français, et d'exclusion d'usage d'autres langues.
assorti d'une certaine norme du français, avec l'idée qu'il serait normal d'exiger que les gens parlent le français et de cette façon-là, et qu'il serait normal d'empêcher les gens d'utiliser une autre langue ou de parler français d'une autre façon, par exemple avec une prononciation liée à leur origine régionale ou nationale. On en a parlé tout à l'heure. La question, bien sûr, alors moi je vous donne des exemples et je pars du terrain français parce que c'est celui que j'ai étudié, c'est celui que je connais le mieux. Moi-même, je viens d'une famille et d'un milieu où on parle, on a comme langue familiale une langue qu'aujourd'hui on appelle régionale en France, qui est le provençal dans le sud-est de la France, et aussi une langue de l'immigration qui est fait allusion tout à l'heure, qui est l'italien. Et donc je connais très bien et de près, j'en ai même recueilli des témoignages dans ma propre famille, la question des discriminations à prétexte linguistique, des discriminations glottophobes vécues sur le territoire français. Et puis je fais de la recherche et j'enseigne dans une université en Bretagne, et donc comme vous le savez, j'ai donc eu l'occasion de faire beaucoup d'enquêtes de terrain en Bretagne et dans la ville de Rennes où je travaille, qu'il s'agisse de discrimination des Bretons eux-mêmes à cause de leur langue ou de leur accent en français, et de populations venues d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, la plus importante communauté étrangère de Rennes est la communauté marocaine, et donc on constate aussi des obstacles qui sont posés aux personnes, par exemple marocaines ou d'origine marocaine, dans leurs usages linguistiques dans la société française. Il n'empêche que, évidemment, on rencontre le même type de phénomène dans d'autres sociétés. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur les langues au Brésil par un collègue sociolinguiste, Marcos Bagno, qui a montré que, évidemment, hélas, ça ne nous étonne pas, il y a une discrimination à prétexte linguistique contre les personnes qui utilisent des langues autochtones, indigènes, comme on dit là-bas, des langues amérindiennes, et il y a aussi des discriminations selon les différentes façons de parler le portugais brésilien. Il y a des études qui ont été faites aussi, j'ai lu récemment, j'ai d'ailleurs fait la préface d'un volume sur les discriminations à prétexte linguistique que subissent les populations d'origine amérindienne aussi au Mexique, du simple fait qu'elles s'expriment dans une langue amérindienne par rapport à la domination de l'espagnol, langue importée par la colonisation. Évidemment, la question se pose aussi dans votre société, dans vos sociétés, dans vos contextes et dans vos environnements. Je connais, je crois, relativement bien le Maroc et le Maghreb en général, pour avoir beaucoup travaillé, fait du terrain même au Maroc, en Algérie notamment. Il est clair que la question des discriminations à prétexte linguistique a été constatée aussi sur ces terrains-là. Par exemple, mais au Maroc, il y a eu une prise de conscience très forte et les choses ont changé, tant mieux, pour la partie des citoyens qui ont comme langue première une langue amazigh, qui ont longtemps été discriminés par rapport à l'usage officiel et imposé d'une autre langue du Maroc et de l'Algérie, pour prendre ces deux cas puisqu'ils sont concernés, qui est l'arabe dans ses différentes variétés, mais il y a aussi la question des discriminations, évidemment, que peuvent vivre des gens qui parlent un arabe qu'on appelle parfois dialectal ou populaire, darija, par rapport à, par exemple, un arabe plus proche de l'arabe standard que des linguistes ont appelé, notamment des linguistes marocains et marocaines, ont appelé l'arabe médian ou l'arabe standard, que d'ailleurs on appelle souvent arabe classique, un peu à tort d'ailleurs, puisque l'arabe classique et l'arabe standard ne sont pas tout à fait la même chose. Donc la question des discriminations, bien sûr, se pose, et vous allez la retrouver en fonction du type de français que vont parler des personnes de Tunisie, d'Algérie et du Maroc qui peuvent subir des discriminations à cause de leur prononciation, à cause de leur façon de parler cette langue-là, puisque c'est une des langues qui est aussi partagée, pour des raisons historiques que vous connaissez bien, par les populations en question. Le fait de s'intéresser à la situation de France, c'est un déclencheur. C'est vrai, on m'a souvent posé la question que la situation en France est particulièrement forte, puisqu'il y a cette idée d'avoir construit
une nation qui n'existait pas il y a 200 ans, qui était une mosaïque de peuples extrêmement divers, avec des langues, des histoires, des cultures très très diverses, en utilisant comme pilier de rassemblement et d'uniformisation, puisqu'on a imposé le français aux gens en essayant de les empêcher d'utiliser leurs autres langues, comme pilier de construction de cette unité devenue une forme d'uniformité. Et en France, c'est très très puissant. Le discours à la fois scolaire, médiatique, politique, rappelle tout le temps cette forme de totémisation de la langue française par rapport à d'autres langues et de sacralisation de la langue qui fait que, par exemple, les sites internet et les médias sont pleins de courriers des lecteurs qui sont hyper attentifs au fait que quelqu'un ait employé telle forme qui ne serait pas la bonne par rapport à une certaine norme, que les gens auraient fait des fautes de français, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissamment intégré dans la société française, au point que la plupart des gens considèrent que c'est normal, que c'est légitime, et que le fait de faire entendre aux gens que c'est pas légitime et que il est normal que ça devienne illégal, c'est pas gagné du tout, hein. Les gens, y compris ceux qui sont victimes, ceux et celles qui sont eux-mêmes les victimes de ce système-là, parce que le français qu'ils et elles parlent ou leur langue familiale sont pas la norme du français, ni même le français, au point que même ces personnes-là intègrent et reproduisent cette forme de culpabilité par rapport à leur propre langue, d'insécurité linguistique et d'acceptation de cette forme de domination devenue hégémonique du français et d'un français standard. On en a d'ailleurs un très bon exemple qui est bien connu, hein, qui est un passage d'un documentaire fait sur l'œuvre du sociologue Pierre Bourdieu, qui est l'un des rares sociologues à avoir étudié les questions de langue d'ailleurs, hein. Dans La sociologie est un sport de combat, il y a un moment où on l'interroge sur ses origines sociales et donc linguistiques. Alors, Pierre Bourdieu était béarnais, petit pays dans les Pyrénées, tout au sud, près de la frontière espagnole, qui a eu tardivement comme langue officielle jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle, il me semble, le béarnais et non pas le français, et où on parle encore beaucoup béarnais, et où les gens parlent français avec un accent très prononcé, qu'il avait quand il était jeune. Et il raconte dans ce passage qu'il a désappris à parler avec l'accent du sud-ouest de la France, et que maintenant, quand il y retourne et qu'il l'entend, ça lui fait horreur. C'est pour vous montrer à quel point... Alors il dit, le pire c'est que moi, sociologue, y compris de la domination linguistique, j'ai tous les outils pour comprendre comment on a réussi à mettre dans ma tête et dans mon corps cette horreur de ce que je suis ou que j'étais moi-même, mais il en reste quand même prisonnier, il n'arrive pas à s'en départir, et il continue lui-même à avoir ces réactions de rejet, donc de glottophobie. Et ça montre bien à quel point on peut inculquer ça aux gens, leur faire incorporer, pour le dire dans les termes de Bourdieu, en faire une idéologie hégémonique, c'est-à-dire qui est partagée par la quasi-totalité des gens, y compris par ceux qui le subissent et qui collaborent ainsi à leur propre domination sans se rendre compte que c'est une domination. Pour le dire avec aussi des mots qu'aurait employé Pierre Bourdieu, vous pourrez visualiser facilement ce documentaire qui par ailleurs est très intéressant, et trouver le passage en question qui se trouve aux alentours des minutes 53-55, si mes souvenirs sont bons. Voilà donc ce que c'est que cette question des discriminations à prétexte linguistique, que j'ai appelée glottophobie, qui intéresse, je crois, toutes les sociétés, tous les êtres humains, puisque se pose là-dessous la question des libertés fondamentales et aussi la question de notre capacité à vivre ensemble dans la fraternité, dans l'acceptation les uns les unes des autres, avec nos caractéristiques différentes et donc avec nos langues différentes, avec nos paroles qui ne sont pas les mêmes, et tout ceci nous appelle finalement à quelque chose qu'on pourrait appeler une forme d'hospitalité linguistique ou de bienveillance dans l'accueil de la parole de tous et de toutes, quelle que soit la forme que prend cette parole. Je vous remercie de votre attention, et je serai ravi, si je peux, d'avoir des échanges avec vous pour discuter de tout ça. Merci beaucoup encore. Bien.
Bien, merci Monsieur Blanchet pour cette présentation de ce concept, cette explication sur le mot que vous avez forgé et qui permet d'en parler. Vous avez évoqué plusieurs zones géographiques pour illustrer la glottophobie. Vous avez évoqué le Maghreb. Je vous propose de poser tout de suite la question à Mohamed Lalou qui est ici à côté de nous. Vous êtes enseignant, chercheur, évidemment cette question de la langue, vous vous l'êtes posée. Vous êtes marocain. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous dresser un panorama de la situation linguistique au Maroc, qui est particulièrement riche et complexe, et ensuite nous dire comment ce concept de glottophobie s'inscrit dans la société marocaine? Merci. Donc, je remercie tout d'abord l'Institut français de m'avoir invité pour cette question, d'avoir rassemblé deux points de vue différents sur le même sujet. Bonsoir Monsieur Blanchet, donc j'aurai le plaisir d'échanger avec vous autour de ce sujet. Mais j'aimerais, avant de commencer de parler du terrain marocain, que Monsieur Blanchet connaît d'ailleurs, mais de parler tout d'abord de cette notion de glottophobie qui m'a beaucoup interpellé. Et puis, c'est vrai que c'est une notion qui nomme un fait social qui prend appui sur l'usage varié des langues, mais aussi cette notion juge le fait social parce que il y a le suffixe phobie, on le sait très bien, qui renvoie à l'idée du rejet ou d'une répulsion. Mais là, ce que j'aimerais donc ajouter ou bien signaler que ce que j'y vois aussi, c'est la présence de ce sens psychologique qu'on pourrait renier. Je ne sais pas, mais bon, après, vous aurez le temps de nous dire comment vous voyez la chose. Mais parfois, vous l'avez dit tout à l'heure, donc parfois, on renie même ses origines, on se rend compte, et puis c'est inconscient. Et donc, il y a cette phobie dans le sens de peur non justifiée par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas regarder cette notion dans sa généralité comme ça, et puis elle nomme et les comportements glottophobes conscients et même ces réactions inconscientes par rapport à notre manière de parler ou par rapport aussi à nos réactions qui parfois on s'en rend compte après, on se dit j'ai honte d'avoir réagi de la sorte à l'égard d'une personne, mais au moment de la réaction peut-être que ça a été considéré comme normal ou légitime au point parce que peut-être que cette norme-là devient une religion et puis toucher à la norme linguistique serait toucher même donc à la sacralité de quelque chose. Bon, après vous nous direz certainement quelque chose à propos de cette phobie dans le sens propre de phobie, dans la glottophobie qui s'ajoute au sens que vous avez donné au terme. Autre chose aussi, avant de passer au terrain, donc je sais que voilà, mais quand même cette notion mérite d'être débattue avant d'analyser le terrain. C'est vous savez qu'à un certain moment, on a forgé un mot qui voulait donc nommer ce racisme linguistique ou ce racisme à prétexte linguistique. Je remercie là donc Turia Fili qui l'a signalé au passage s'il est connecté, et qui est d'ailleurs forgé sur le modèle de racisme qui est linguisme. Mais on voit très bien qu'il ne revoit pas à cette signification de glottophobie parce que linguisme, donc si linguisme est racisme linguistique, que faire des notions de plurilinguisme et bilinguisme qui auraient signifié autre chose? Parce que là, nous avons le... Bon, maintenant, je passe au point dont je suis chargé, c'est le terrain marocain au regard de la glottophobie. Nous savons très bien que sur la scène linguistique marocaine se présentent plusieurs variétés linguistiques, plusieurs langues qui n'ont pas le même statut. Je ne vais pas m'y attarder, donc je passe. Mais quand même, ce qui m'intéresse, ce sont les pratiques orales des Marocains qui sont marquées par une grande variation linguistique
où généralement ces différentes langues ou ces différentes variétés sont le plus souvent mélangées. Donc je parlais tout d'abord du français, puis rapidement de l'arabe, et puis j'arriverai donc à la fin pour parler de la langue amazigh. Bon, alors pour le français, on le sait très bien, il a un statut un peu particulier et compliqué. En même temps, il est officiellement une langue étrangère, mais aux allures d'une langue seconde, d'après ce qu'on peut constater. Donc. Et le français a des fonctions qui sont à la fois utilitaires, on en a besoin, et puis élitaires. Bon, maintenant, dire que l'élite marocaine est une élite francophone ne dérange plus personne. Maintenant, ça y est, ça devient une donnée, et puis on passe. Bon, j'ai repris là les termes de l'Elem Saoudi quand j'ai parlé de ces deux, donc je dirais traits du français, donc élitaire et utilitaire en même temps. Le français a des fonctions aussi dans quelques domaines, donc par exemple dans le domaine de l'économie, des finances. Le français est la seule langue de communication écrite. Dans le domaine aussi de la haute technologie, et puis dans le domaine de l'enseignement, sa fonction, sa place ne fait que grandir, surtout avec les dernières réformes. Bon, au regard de la glottophobie, nous ne pouvons pas parler de la glottophobie sans parler de la glottopolitique et l'aménagement linguistique qui peut être responsable de ces représentations qu'on se fait de la langue française. Et puis, donc, cette hiérarchisation des langues au Maroc qui aboutit à exclure certaines personnes de certains droits au nom de la langue. Et puis tout à l'heure, j'ai évoqué le domaine de l'économie, des finances. On peut accéder aux services des finances, mais on ne peut pas donc profiter de toutes les opportunités qu'offre ce domaine, parce que si on ne maîtrise pas le français, si on n'est pas, donc, on peut pas faire carrière même. Et du coup, donc, nous pouvons voir à quel point l'aménagement linguistique en est responsable en quelque sorte. Alors, d'autre part, dans la vie quotidienne, on pourra observer que l'usage du français est observé et surveillé, ce qui donne lieu à des jugements, à des catégorisations, à des associations entre niveau linguistique et niveau culturel, entre niveau linguistique et niveau de vie même au Maroc. Donc on peut le constater. Et puis l'accent aussi, ça montre parfois comment on s'est approprié ce français, et ça révèle les origines quand on parle le français. De manière générale, il y a tout un imaginaire qui accompagne l'usage du français et qui conduit les individus à émettre des jugements péjoratif ou amélioratif, ça dépend du locuteur. Donc Mohamed, oui. Ce que vous dites, est-ce qu'on peut comprendre qu'au Maroc, il peut y avoir une forme de discrimination linguistique par rapport à la façon de parler la langue et aussi par rapport à la langue qui est parlée. Il y a une double glottophobie en fait, sur le niveau de maîtrise d'une langue. Justement. Et sur la langue qui est utilisée. Justement, quand on annonce, on s'énonce en même temps, quelqu'un qui, par exemple, quand il parle le français, un français mal articulé, ou bien il parle le français mais correctement d'un point de vue grammatical et tout ça, mais dedans il y a son accent qui révèle ses origines. Il n'y a pas de discrimination dans ce sens généralement, mais quand même il y a des jugements, parce que discrimination, moi je vois discrimination dans le sens où c'est apparent, c'est voulu, mais parfois il y a des jugements ou bien des idées sur les origines de la personne. Ça, Monsieur Blanchet, si moi, sans être linguiste, mais par rapport à mon expérience des langues étrangères et tout simplement même d'une locutrice, à partir du moment où on prend la parole, tout traduit, tout trahit, j'ai envie de dire, qui on est. On dit d'où on vient, on dit de quelle génération on est, à quelle classe sociale on appartient, de quelle région on vient. Ce phénomène-là, il existe dans toutes les langues en fait. Il n'est pas l'exclusivité d'une situation ici au Maroc, n'est-ce pas ? Oui, mais à des degrés différents et selon des modalités différentes. D'une part parce que
comme nous avons tous la possibilité d'être plurilingues et que beaucoup d'humains le sont, y compris plurilingues à l'intérieur de la même langue, c'est-à-dire par exemple de parler le français de différentes façons ou l'arabe de différentes façons, on peut montrer des facettes de soi-même qui sont variées. On n'est pas, je dirais, prisonnier d'une étiquette identitaire à cause de sa façon de parler. Si on a un éventail suffisamment large, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bien sûr, tout le monde n'a pas un éventail de la même largeur, je suis d'accord. Et dans toutes les sociétés et dans toutes les langues, il n'y a pas le même niveau de jugement, pour reprendre le mot qu'employait Mohamed Lahlou juste avant. C'est très présent dans certaines langues et dans certaines sociétés qui ont été fortement, on pourrait dire, normalisées, standardisées. Pour prendre une langue de France qui ne fonctionne pas comme ça, ma langue première qui est le provençal, quand quelqu'un parle provençal, en général, on sait d'où vient cette personne, mais il n'y a pas de jugement sur son niveau social parce qu'il n'y a pas de normes sociales du bon provençal qui serait celui des classes supérieures. Et du coup, on est à égalité dans la façon de parler la langue. Et donc, la question qui nous touche ici est très forte dans les langues à fort statut institutionnel et à forte normalisation, où il y a des standards puissants. Elle se pose beaucoup moins, même si elle peut se poser quand même, c'est vrai, dans les sociétés ou dans les langues où on est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus fluide avec les usages linguistiques. C'est le cas du français qui est un pays monolingue, qui a fait énormément d'efforts pour se recentrer sur cette langue-là. Est-ce que cette position, elle évolue en France ? Est-ce qu'on est toujours dans un discours très puriste ? Moi, je pense là, peut-être, si vous pouvez nous évoquer la question de l'enseignement de la langue. On enseigne une variété du français, ou en tout cas, on est quand même très porté sur une considération puriste de la langue. Moi, j'ai le sentiment, quand même, dans les médias, que ça évolue, les représentations évoluent. Il y a une valorisation aussi de ce qu'on a appelé la langue des cités, à travers le rap, par exemple, à travers la culture, hein, certains pôles culturels qui ont émergé et qui font exister sur la scène publique d'autres variétés du français. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'évolution justement de cette vision très puriste du français en France, et ensuite, Mohamed, l'évoquer ici au Maroc? Alors, je dirais que cette vision puriste d'un français normatif reste largement dominante en France, et surtout à l'école, parce que l'école a été chargée dès la mise en place de la France moderne, justement, de cette unification linguistique. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de changer depuis quelques années, peut-être même quelques décennies, avec l'idée que toute proportion gardée, on veut bien laisser concéder, on est quand même dans la concession, hein, concéder quelques espaces à d'autres façons de parler le français ou de s'en servir pour faire de la production culturelle. Mais il reste quand même un discours médiatique, un discours politique aussi des responsables politiques, et une attitude scolaire qui sont très normatifs sur le français lui-même et sur l'exclusion de l'usage des autres langues, parce que la France est perçue, et vous venez de le dire, comme un pays monolingue, c'est vrai, institutionnellement, mais la France est probablement le pays le plus plurilingue d'Europe, à la fois dans son histoire et dans la constitution de sa population actuelle. D'accord. Mohamed, est-ce que ici au Maroc, comment vous voyez les choses sur cette question-là? Alors, pour l'enseignement du français au Maroc, j'aimerais signaler qu'il y a un conflit entre le statut du français, qui est une langue étrangère, et les approches pour enseigner cette langue-là, qui relève plutôt d'une approche français langue maternelle à l'école publique et à l'école privée, plutôt que d'une approche français langue étrangère. Et du coup, donc, une grande importance est donnée à la norme linguistique, au point que parfois dans l'enseignement du français, l'enseignant s'occupe beaucoup plus de la structure, et de la norme, de l'application d'un discours normé, et donc au détriment même du sens de l'énoncé, de la compréhension, de l'interaction, ce qui est peut-être beaucoup plus important que, oui, je ne dis pas que la norme n'est pas importante, mais quand même une norme en elle-même, ce n'est pas la langue, mais la langue est un outil de communication
communication qui doit servir donc à communiquer, à agir, à interagir par la langue. Et puis là, j'aimerais donc à titre indicatif, qui devrait corroborer donc ce que je viens de dire, que la présence de cette norme dans l'enseignement du français, j'aimerais faire appel à une enquête réalisée par Laura Bouhaïda, ici à Marrakech, sur les représentations que se font les lycéens marocains de la langue française. Et puis ce qui sort de cette enquête, c'est que donc il leur a demandé de dire les 5 termes qui leur venaient le plus spontanément à l'esprit à l'évocation de la langue française. Donc il y avait des termes du premier degré, deuxième degré. Alors premier degré, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a école, quand on évoque le français, il y a école, mon professeur, examen. Alors quelle lecture peut-on faire de ces résultats dans le débat d'aujourd'hui? C'est que dans l'esprit des élèves, de ces élèves, mais on peut généraliser quand même parce que voilà, c'est le contexte marocain, la langue française ou bien la pratique linguistique en français est associée à ce qu'on peut appeler un temple linguistique. Il y a l'idée de la sacralité, parce que le temple, c'est l'école, c'est le bon usage, et puis son gardien, c'est le professeur, donc le deuxième terme qui revient, et puis l'outil, c'est l'examen, c'est le troisième terme. Donc on voit très bien qu'il y a cette notion de sacralité du français, d'où les comportements glottophobes à l'égard de ceux qui émettent ce qu'on appelle, pour rester dans ce jargon religieux, un blasphème linguistique. Donc on peut le voir comme ça. Et puis malheureusement, ça vient de quoi? Ça vient de cet amalgame qu'on fait entre le français comme système et le français comme moyen de communication. Et puis tout ça, ça vient aussi d'une formation académique et universitaire, parce que on donne beaucoup plus d'importance aux théories linguistiques d'inspiration structuraliste et générativiste qui analysent la langue comme un système autosuffisant qu'on peut décrire de l'intérieur, mis à part donc les pratiques effectives sur terrain. Et bon, et puis ça a donné, dans le champ de l'enseignement des langues, ça a donné lieu à des approches structuralistes, donc des moules à répéter, à reproduire, une conjugaison à apprendre par cœur sans savoir peut-être à quoi ça doit servir. Vous voyez, et donc la norme est présente à l'école marocaine. Je généralise pas, je m'excuse, parce qu'il y a des collègues quand même qui ont eu cet esprit de conduire des débats, d'interagir avec les apprenants, les élèves, surtout ceux qui ont eu une formation en français langue étrangère, qui ont fait le passage par des centres où on adopte ces approches communicatives et interactives. Bien sûr. Sur cette question de la force de cette représentation, et là vous vous rejoignez tous les deux, Mohamed, quand vous évoquez les résultats effectivement de cette enquête, qui sont très révélateurs, et vous, Philippe, quand vous évoquez dans votre capsule Bourdieu, et vous utilisez pour parler de cette allergie qu'il a, parce que c'est vraiment ça, c'est quelque chose de complètement viscéral, on lui a inculqué, on lui a fait incorporer. Vous avez utilisé ces mots. C'est très fort, effectivement, si même un sociologue n'est pas capable de se détacher de ce sentiment et continue de ressentir cette haine, parce qu'effectivement, dans ce passage, il dit même « j'ai envie de le tuer ». Quand je l'entends parler, ça lui pousse même à des envies de meurtre, c'est grave. Vous vous retrouvez sur cette violence, cette force, et sur le fait que c'est plus fort que la personne. Et c'est des représentations. Moi, ma question, c'est comment on peut expliquer justement quand vous dites on leur a inculqué, on leur a fait incorporer, comment on fait ça? Parce que c'est tellement puissant que je me demande quel est l'outil utilisé pour arriver à faire que des personnes aient cette représentation et cette norme d'une langue.
Alors, pour mettre en place ce qu'on appelle par ailleurs en sociologie ou en psychologie sociale cette haine de soi-même, il faut un dispositif qui soit du même niveau de violence. Et la violence que dans ce documentaire Bourdieu exprime, qui est un grand classique, hein, s'il n'est pas original à ce moment-là dans son propos, elle est à la hauteur de la violence subie par les gens qu'on a privés de leur langue première, qu'on a privé de leur ressources familiales, qu'on a privé de leur façon d'être au monde, si vous voulez. C'est d'une grande violence à la fois psychologique, symbolique et culturelle, et du coup, ça se retourne d'une certaine façon une fois que ça a été incorporé. Alors, incorporé, c'est un terme inventé par Bourdieu d'ailleurs. Pour ça, comment on fait? Ben, il faut mettre en place alors ce qu'on appelle en philosophie politique une hégémonie. Donc Mohamed a raison de le dire, une politique linguistique, une glottopolitique qui soit très puissante dans une société pour rabâcher en permanence aux gens, à l'école, dans les médias, dans les discours, que leur langue n'est pas une langue, qu'elle ne vaut rien, que s'ils parlent cette langue-là, ils vont rester des agriculteurs miséreux, des ouvriers incultes, des arriérés. Et à force de mettre ça dans la tête des gens, évidemment, ils y croient, surtout quand on met ça dans la tête d'enfants jeunes. Parce qu'en France, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est passé par l'école, hein, principalement. Évidemment, les enfants jeunes croient ce qu'on leur enseigne. Et ça se reproduit de génération en génération. Évidemment, au bout de 4, 5, 6, 10 générations, les gens partagent cette conviction-là, d'une certaine façon. Mais vous voyez qu'il faut effectivement une inculcation qui est d'une grande puissance. Après, je voudrais juste rajouter une petite chose. Je pense que, puisqu'on est dans le cadre de la francophonie ici, une façon de sortir de cette vision hyper réductrice de la langue à une petite partie de la langue qui est la norme scolaire standardisée sur le modèle de la bourgeoisie parisienne, parce qu'on sait très bien historiquement d'où ça vient, c'est de penser à l'échelle francophone, c'est de se dire le français est la langue de toutes les personnes qui parlent français partout sur Terre, avec leur façon de le parler. Parce qu'il est tout à fait légitime que les Marocains parlent le français à la marocaine, comme les Marseillais le parlent à la marseillaise, ou les Parisiens à la parisienne. Et donc, si on se dit que c'est la langue de tous les francophones, alors du coup, la diversité retrouve toute sa place. Donc là, vous évoquez la francophonie comme un remède, en fait, à cette maladie que serait la glottophobie. Alors, pas la glottophobie, hélas, je ne pense pas que ça soit la francophonie soit en soi un remède si actif que ça. Mais en tout cas, le fait de penser les langues dans leur diversité, c'est déjà une bonne façon d'aller vers l'acceptation des autres, même s'ils parlent une autre langue ou s'ils parlent différemment. Et effectivement, retourner la domination du français dans le monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, si le français s'est répandu dans le monde, c'est surtout par un acte de domination, par la colonisation. Retourner ça, se le réapproprier en disant mais maintenant c'est devenu nos langues à nous, quelle que soit l'histoire passée, et du coup on va en faire une langue de la diversité au lieu d'en faire une langue de la domination d'une minorité. Là je trouve que du coup ça vaut le coup d'avoir une dimension francophone. D'accord, effectivement vous avez évoqué le contexte de l'école. Beaucoup de choses se passent à ce moment-là. Les choses ont évolué un petit peu quand même en France, parce que je sais qu'aujourd'hui on invite des parents qui parlent des langues étrangères à la maison à venir raconter des histoires à la classe en langue étrangère pour valoriser les autres langues. En plus, on a un discours qui valorise les langues de la famille. Mohamed, ici au Maroc, comment ça se passe avec les différentes langues? Est-ce que certaines aussi sont en train d'évoluer pour être revalorisées? Moi, j'ai le sentiment, je ne parle ni l'amazigh ni le darija, mais je vois bien déjà qu'on mélange beaucoup les langues dans les médias et que parfois, à la radio, on entend la darija ou qu'il y a des tentatives pour écrire et communiquer dans cette langue-là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez l'évolution des différentes langues au Maroc pour justement essayer de les revaloriser? Bon, pour
peut-être, premièrement pour l'école, vous avez parlé de l'école, et puis après les médias, et puis la vie quotidienne. Dans les médias, ça évolue, et comment ça se passe à l'école? Enfin, à l'école, si, vous l'avez dit déjà, mais oui. dans les médias, est-ce que les différentes langues qui sont pratiquées au Maroc sont en train de faire oui, récemment, évoluer? Oui, récemment, il y a eu beaucoup de radios, de chaînes radio, et puis il y a des chaînes qui sont francophones, il y en a d'autres qui sont arabophones, Darija ou arabe médian, et puis il y en a d'autres qui sont en langue amazigh, et puis récemment, oui, on commence donc aux médias, on commence à sentir que cette diversité linguistique qui caractérise donc la scène marocaine, et puis il y en a de toutes les langues, sauf que pour la langue française, c'est beaucoup plus des stations radio où nous avons un français standardisé, des modèles normatifs de la langue française, parce que là on invite des gens je donne l'exemple par exemple de Lux Radio ou d'autres stations, mais finalement depuis 2000 ou 2003, il y a eu beaucoup de stations de radio où donc on peut entendre toute cette langue. Par contre, les journaux, les revues et tout ça, donc là, la langue écrite, c'est une autre histoire. Là, c'est toujours l'arabe, je sais pas classique, mais standard, et le français. L'amazigh, nous n'avons pas de revue en amazigh pour les raisons que nous connaissons tous. Oui. Oui, aujourd'hui, avec justement Internet, il y a toujours les médias traditionnels qui vont choisir les langues, on va dire, officielles. Mais aujourd'hui, tout le monde s'exprime sur les médias et les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi peut-être une façon de laisser la place à des langues qui n'avaient pas de scène pour exister. Et effectivement, les réseaux sociaux, les jeunes ont peut-être plus de facilité à s'exprimer dans une autre langue. Oui, c'est un espace de libre expression sur les réseaux sociaux. Maintenant, même il y a une nouvelle langue qui apparaît où on parle arabe et on écrit en lettres latines. Et puis même on invente parfois même un alphabet qui est nouveau avec donc quelques sons qu'on a en arabe mais qu'on n'a pas en français, mais on fait donc le mélange entre les lettres et puis les chiffres pour former un mot, et du coup on crée quelque chose de nouveau. Mais donc les réseaux sociaux, ça nous sommes dans une, je veux dire, des voies parallèles aux voies officielles qui s'accaparent peut-être tout ce qui est uniquement officiel. D'accord. Est-ce que, Monsieur Blanchet, est-ce que vous considérez que cette nouvelle existence des langues minoritaires, on va dire, par exemple en prenant le cas du Maroc, sont une façon de lutter contre la glottophobie? Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Combattre la glottophobie », donc je me permets de reprendre le terme un peu belliqueux de lutter, mais dans cette lutte, est-ce que effectivement l'existence, comme l'a dit Mohamed, de ces langues sur les réseaux sociaux est une solution, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Alors oui, c'est une partie de la solution, bien sûr. Hein. En gros, le principe consiste à essayer d'éliminer des langues des sphères sociales et donc des usages. Et donc d'éliminer de certaines sphères sociales les gens qui les parlent. Parce qu'il ne faut pas oublier que la conséquence de tout ça, c'est des personnes qui n'auront pas un emploi, des personnes qui n'auront pas un diplôme, des personnes qui ne pourront pas prendre la parole pour participer à un débat politique, et donc pour participer à la vie de leur pays, par exemple. Et donc, tout ce qui peut permettre de restituer une place, un espace à ces langues qui sont plus ou moins marginalisées, mises sur le bord de la société, tout est bon à prendre, bien sûr. Après, il ne faut pas croire non plus, il ne faut pas être naïf, ça ne suffit pas parce que tous les espaces sociaux ne sont pas connotés de la même valeur sociale. Il faut ne serait-ce que pouvoir s'autoriser à parler dans une langue qu'on vous a interdit. Prendre la parole sur un réseau social, c'est prendre une parole publique. Il y a des gens à qui on a tellement mis dans la tête que leur langue n'est utilisable que dans la sphère privée, dans la sphère familiale, qu'ils n'oseront même pas prendre la parole dans leur langue familiale, sur un réseau social, sur Internet, parce que pour eux, c'est une sorte de lieu de vie publique.
Alors, justement, concernant ces mesures correctives d'inégalité, ou ce qu'on peut appeler de mesures de discrimination positive, est-ce qu'il y aurait d'autres choses, peut-être, je ne sais pas, en parlant des médias, est-ce qu'il faudrait un quota, par exemple, de présentateurs avec un accent, comme aujourd'hui on est plus attentif à la parité dans les médias ou à la diversité au cinéma? Est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de mesures? Est-ce que l'idée avance, en tout cas, dans les médias, par exemple, en France ou au Maroc? Alors au Maroc, je laisserai Mohamed répondre, il connaît la situation mieux que moi. En France, ça commence à changer. Alors on n'en est pas à l'idée de mettre en place une politique de quotas. Ça a aussi des effets pervers. C'est pas si simple que ça, une politique de quotas. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais pendant très longtemps et jusqu'à une époque très récente, par exemple dans les écoles de journalisme, il y avait un système de discrimination linguistique parfaitement reconnu, installé, qui est en train de se fissurer. De plus en plus, il y a des élèves dans les écoles de journalisme qui s'intéressent à cette question-là, et du coup, on voit dans les médias français, notamment audiovisuels, parce que la question se pose surtout dans les médias audiovisuels, là où on entend la langue, de plus en plus, depuis 3-4 ans, on entend des gens prendre la parole, je veux dire des journalistes ou des animateurs de télévision ou de radio, prendre la parole en ayant une prononciation, on va dire, avec un accent léger, mais avec un accent en français. C'est des choses qui n'existaient pas, qui étaient absolument impossibles il y a 10 ou 15 ans, sauf à les cantonner à des rôles folkloriques du genre dire la météo ou faire le commentaire du sport, avec l'idée que si vous parlez français avec cet accent-là, de toute façon, vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas parler de choses sérieuses et vous n'êtes pas crédible. Ça commence un peu à changer. D'accord. Et au Maroc, dans les médias cette question de quotas, personnellement, ça me dérange un peu parce que la parité phonétique, comme on parle de la parité homme-femme ou l'approche genre, on parlera de l'approche accent ou autre chose, parce que je pense que comme ça, on ne fera que révéler, montrer cette différence qui existe. Oui, elle existe, mais quand même, la prendre en charge, c'est avouer que c'est une différence, alors que je pense que ce qu'il faut faire, c'est agir autrement pour que ce qui est perçu comme différence serait perçu comme naturel. Une différence qui est naturelle et qu'on n'a pas besoin vraiment d'agir pour équilibrer les choses et donner à chaque accent, à chaque manière de parler, donc sa part du marché. Alors, je ne sais pas, personnellement, je vois que parfois, c'est pousser les choses jusqu'à vouloir rééquilibrer ce qu'on voit comme déséquilibré, finirait par montrer ce qui devrait être naturel, le montrer comme une vraie différence dans le sens de différenciation. Mais bon. D'accord. Est-ce que sélectionner par la langue ou par le niveau de maîtrise de la langue, est-ce que c'est à chaque fois une discrimination? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que parfois, on est en droit, en fait, d'exiger de quelqu'un, par rapport à ce qu'on va lui demander, qu'il ait une certaine maîtrise de la langue? Alors, il y a une exception dans la loi française, systématiquement d'ailleurs, sur la question linguistique, notamment depuis 2016, avec l'interdiction des discriminations des gens qui parlent une autre langue que le français, c'est quand ça répond à un besoin professionnel manifeste et important. Effectivement, on peut considérer que pour pouvoir exercer un emploi, il faut que vous puissiez vous exprimer à l'oral et ou à l'écrit d'une certaine façon, dans une certaine langue, et du coup c'est considéré comme justifié, à condition que ça soit vraiment justifié et important, que ce ne soit pas un faux prétexte. Donc oui, bien sûr, il y a des fois où c'est nécessaire, mais il y a plein de fois où ça ne l'est pas, et d'ailleurs, en France par exemple, le Code du travail ne permet pas de refuser à l'embauche quelqu'un qui ne serait pas suffisamment francophone si le français n'est pas pour lui une langue de travail. Il y a d'ailleurs même une obligation d'affichage des consignes de sécurité dans une langue comprise par les gens qui travaillent. Donc on voit bien qu'il y a des cas de figure qui peuvent être différents. Après, ça c'est quand il s'agit de passer d'une langue à l'autre. Mais quelqu'un qui parle un français méridional ou un français québécois ou un français maghrébin
de façon très fluide, très à l'aise, dans ce cas-là, ce serait très abusif de considérer que la personne n'aurait pas la bonne maîtrise de la langue pour exercer un emploi, par exemple pour enseigner le français. Il y a une discrimination très répandue pour embaucher des enseignants de français si le français n'est pas leur langue première, alors que c'est pas un motif valable, et s'ils ont un accent quand ils parlent français. Or, je vois pas pourquoi un Marocain ne pourrait pas enseigner le français à d'autres Marocains avec un accent marocain, ou pourquoi on pourrait pas imaginer un méridional qui enseigne un français avec un accent méridional à des gens qui vont l'apprendre ailleurs dans le monde. Mais c'est aussi parfois les élèves qui attendent ça, et qui veulent ça, et qui cherchent un professeur natif qui parle la norme. Parce qu'ils sont victimes de la technologie. Voilà, d'accord, on leur a inculqué cette représentation, d'accord. Est-ce que quand je ris, est-ce que quand je regarde un sketch des Deschiens ou un film sur les ch'tis du nord de la France et que je ris, est-ce que je suis glottophobe ? Peut-être, ça dépend ce qui vous fait rire et pourquoi vous riez. Mohamed faisait tout à l'heure une différence qui me paraît importante, il faisait la différence entre juger et discriminer. Alors moi je la formule autrement, mais c'est la même chose. Je dis que dans les comportements glottophobes, il y a des comportements de stigmatisation et des comportements de discrimination. On peut stigmatiser sans discriminer. Mais la stigmatisation peut être quelque chose de négatif, effectivement, ça dépend qui rit de qui, dans quel contexte et pourquoi. Mais effectivement, il n'y a pas de raison de rire de la façon dont parle une personne, de la même façon qu'il n'y a pas de raison de rire de la couleur de sa peau ou de la forme de ses yeux ou des vêtements qu'elle porte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça peut être effectivement quelque chose, notamment de très humiliant, de très méprisant et de très supérieur, de rire de la façon de parler d'une autre personne. Mais si c'est fait avec un propos humoristique? Alors oui, mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment un propos humoristique? Je vous donne un exemple. Pardon, enfin, je pensais particulièrement aux Deschiens qui ont beaucoup caricaturé l'accent rural ou Bienvenue chez les Ch'tis, qui quand même sont des productions qui étaient clairement basées sur cette singularité-là. Et on a tous ri, on a beaucoup ri. Je ne connais pas leur histoire, donc je ne me permettrai pas d'en parler, mais Bienvenue chez les Ch'tis, c'est fait mis en scène, écrit par un ch'ti qui parle ch'ti. Et lui, il fait ça évidemment avec du ressort comique, et il l'explique très bien par ailleurs, pour mettre en valeur la langue qu'on parle dans son pays d'origine. Donc là, du coup, comme c'est fait par quelqu'un de là-bas, qui le parle et qui dit que c'est pas pour s'en moquer, mais c'est pour le mettre en valeur, du coup, c'est positif. Si c'est fait par quelqu'un qui, de l'extérieur, fait du faux accent ch'ti, comme on fait souvent du faux accent méridional pour s'en moquer, là du coup ça devient négatif, comme quoi c'est vraiment une question de... Enfin, il faut le relativiser à la situation, quoi. C'est ça, je crois, qui est le plus important. D'accord. Y a-t-il des langues qui sont plus glottophobes que d'autres ? Ben, les langues ne sont pas glottophobes, c'est les gens qui le sont. Mais il y a des espaces linguistiques dans lesquels les gens sont plus glottophobes que d'autres. L'espace francophone en est un. L'espace anglophone l'est, mais un peu moins. L'espace hispanophone l'est peu. L'espace lusophone l'est peu aussi. Et il y a des espaces dans lesquels on ne l'est pas du tout, où la question ne se pose pas, parce que tout le monde peut bien parler comme il veut. C'est très bien comme ça. D'accord. Mohamed, peut-être un mot sur cette question, et puis moi je vais commencer à regarder les questions posées par le public. Ben oui, justement, donc je pense qu'il n'y a pas des langues qui sont plus glottophobes que d'autres, mais ce sont plutôt leurs locuteurs. Mais quand on dit est-ce qu'une langue est glottophobe, c'est toujours par rapport à une autre langue. C'est-à-dire on ne peut pas prendre une langue en elle-même et puis dire qu'elle est glottophobe ou non. Par exemple, je sais que M. Blanchet l'a déjà évoqué par rapport au français en France, face à l'arabe, ce n'est pas la même chose que face à l'anglais, et que parfois le français est plus glottophobe par rapport à une autre langue, par rapport à une autre langue. Vous avez évoqué, je l'ai vu, donc par rapport au prénom donc de Ahmed et de Brian, n'est-ce pas, Monsieur Blanchet? Oui, oui. Oui, et donc cette question de glottophobie de la langue, c'est toujours par rapport à quelle langue, on a quelle langue en face de nous. Et la même chose en arabe.
Oui, absolument, mais j'ajouterai justement une chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper. La glottophobie, ça prend la langue pour prétexte. Le motif, c'est pas la langue. Le motif, c'est de différencier les gens pour d'autres raisons, enfin d'autres fausses raisons, par exemple leur origine. Et quand en France, par exemple, on se moque de quelqu'un ou d'un enfant, pour prendre cet exemple-là, en lui disant qu'il ne faut pas qu'il dise qu'il s'appelle Ahmed, mais Ahmed, parce qu'en France, on ne prononce pas les H, alors que s'il dit qu'il s'appelle Brian, on ne va pas lui dire, il ne faut pas dire Brian, il faut dire brillant, c'est bien parce qu'on fait non pas de la différence entre les langues, mais de la différence entre les peuples, avec l'idée que les anglophones seraient des gens respectables et que les arabophones sont des gens beaucoup moins respectables. C'est ça qui est caché dessous. C'est pour ça que je parle de combattre, parce qu'au fond, c'est effectivement, comme l'a dit Mohamed, une forme de racisme. Justement, et du coup, on peut même donc travailler cette question autrement, voir les rapports qui existent entre l'espace et la langue, et comment l'espace a une symbolique qui peut affecter les langues, ou plutôt la perception qu'on a de ces langues. Et voilà, donc à l'origine, il y a l'espace comme dans sa conception géographique, et puis les langues qui portent les valeurs de cet espace et les origines, parce que quand on parle, on révèle les origines, on révèle donc notre appartenance géographique et culturelle. Dernièrement, il y a un journaliste du Monde qui s'appelle Nabil Wakim, qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur la question de la langue arabe et sur son propre cas, en expliquant comment lui a grandi dans une famille libanaise en étant persuadé qu'en fait il fallait pas, que c'était pas la peine en tout cas d'apprendre l'arabe, même si c'était sa langue première, hein, puisque le début de sa vie est dans un contexte arabophone. Il exprime justement très bien toutes ces questions dans la société française et ce rapport très injuste avec les locuteurs de la langue arabe ou les descendants, les deuxième génération d'immigrés. Comment on peut faire prendre conscience, je reviens encore aux mesures qu'on peut imaginer et peut-être qui existent déjà pour combattre justement ces représentations qui sont si injustes et si cruelles et toutes ces personnes, comme l'auteur de ce livre, qui sont conditionnées par cet environnement très insidieux, et des personnes qui finissent par renier leur propre langue, leurs propres origines, jusqu'au jour où, comme cet auteur, il se réveille et il décide désespérément de courir après sa langue, mais qui est déjà partie trop loin pour qu'il la rattrape. Est-ce qu'en France, on travaille dans ce sens? Est-ce qu'au Maroc, on essaye, et comment, de faire en sorte qu'il y ait plus de tolérance sur la considération des autres langues? Alors, pour le cas marocain, et donc, quand on parle de glottophobie ou discrimination à prétexte linguistique, on distingue deux. Discrimination, je veux dire, au sein de la langue même, par exemple l'arabe, plusieurs parlaient de l'arabe, et discrimination par rapport, donc, entre l'arabe et d'autres langues. Et puis, c'est vrai que pour la langue arabe au Maroc, quand on parle un arabe, on le parle d'un accent qui révèle donc des origines. Et puis là, je vais prendre trois concepts qui ont été distingués par l'Ilham Saoudi sur l'arabe citadin, l'arabe urbain et l'arabe bédouin, donc voilà, avec des jugements de valeur sur chaque parler. Quand on parle arabe citadin, plutôt c'est la marque du prestige, de l'authenticité. Je sais que j'émets des jugements de valeur qui sont extra-linguistiques, mais là je suis en train de montrer ce qui se passe sur terrain. Mais par contre, l'arabe urbain est beaucoup plus une langue véhiculaire, et puis l'arabe bédouin, c'est l'arabe
donc de la campagne. Jusqu'à présent, je pense que voilà, on est en train de vivre cette diversité donc des parlers de la langue arabe. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de faire quelque chose pour lutter contre cette discrimination qu'on peut voir dans les blagues, dans ce qu'on raconte, dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qu'on est en train de faire. Par contre, pour la langue amazigh, à partir de 2011, avec la nouvelle constitution, c'est vrai qu'il y a eu un travail considérable qui a été fait pour revitaliser cette langue qui, donc maintenant, on l'enseigne à l'école primaire. Malheureusement, c'est pas généralisé dans les médias. Et puis maintenant, avec le Tifinagh, on peut la transcrire, mais on considère toujours que c'est un effort qui n'arrive pas à redonner à cette langue ce qu'elle avait perdu, parce qu'à un certain moment le Maroc n'était que amazighophone. Oui, bien sûr. Une petite chose d'abord, on prend évidemment ici beaucoup les exemples de la France et du Maroc, mais il ne faut pas oublier, on y a un peu fait allusion précédemment, que la question se pose aussi dans beaucoup d'autres sociétés. Je veux dire, si vous êtes kurdophone en Turquie aujourd'hui, c'est très compliqué, et si vous parlez ouïghour en Chine aujourd'hui, vous voyez bien les problèmes que vous pouvez rencontrer, ou tibétains. Hein. Donc, je veux dire, c'est des phénomènes qu'on rencontre aussi, et de façon parfois extrêmement violente dans d'autres sociétés. Après, oui, il y a des sociétés dans lesquelles on met en place des politiques linguistiques de retour à l'égalité ou de maintien de l'égalité linguistique. Le Maroc est un très bon exemple avec le travail qui a été fait à propos de la Mazir, incontestablement. Il y a des pays pas très éloignés qui ont des vraies politiques plurilingues. Je pense au Mali, par exemple, qui est un pays exemplaire en termes de politique éducative et de politique linguistique, avec le fait que chaque enfant malien a le droit d'être éduqué dans sa langue maternelle, ce qui est quand même pas rien, et c'est pourtant un pays qui a peu de moyens pour son système éducatif, où je pense, c'est un exemple que je prends souvent, à la Bolivie en Amérique du Sud, qui a fait entrer dans sa constitution le droit de tous les Boliviens à utiliser leur langue au pluriel évidemment, y compris notamment évidemment beaucoup de langues amérindiennes. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Et pour répondre très précisément à votre question, je dis toujours que c'est un problème gigantesque dans certaines sociétés, qu'il faut l'attaquer à tous les niveaux en même temps. Alors il faut l'attaquer au niveau juridique, parce que la notion même de discrimination est une notion juridique, et donc il faut l'attaquer par la loi pour faire reconnaître et punir les discriminations à prétexte linguistique. Je pense qu'à un niveau, disons, plus transversal dans la société, il y a un vrai travail à faire au niveau de l'éducation, éduquer les gens à la bienveillance linguistique, à l'hospitalité de la parole des autres, au fait que nous avons tous un droit fondamental qui est celui de nous exprimer dans nos langues, et que tout notre travail, c'est d'aller les uns vers les autres pour apprendre les langues des autres, et ça va évidemment de façon réciproque, donc personne ne devrait être lésé, ça devrait être égalitaire. Et de la même façon, par exemple, qu'au Maroc, les amazigophones apprennent l'arabe, que les arabophones apprennent l'amazigh, pour prendre un exemple très précis. Et puis au niveau quotidien, que chacun d'entre nous, on s'interdise d'avoir des comportements glottophobes, c'est pas si évident que ça, et que quand on est témoin d'une discrimination à prétexte glottophobe, tout comme quand on est témoin d'une discrimination à prétexte xénophobe, par exemple, ou carrément raciste, on intervienne et qu'on dise, mais vous n'avez pas le droit de faire ça aux gens, vous n'avez pas le droit de les traiter comme ça, c'est inhumain, c'est inacceptable. Si on s'y met tous, il y a des chances qu'on construise une société qui sera plus égalitaire et plus juste, y compris sur le plan linguistique. Là, effectivement, dans l'exemple que vous citez, vous dites que vous n'avez pas le droit. Sur cette question du droit, on nous pose une question. Est-ce qu'il y a vraiment des recours en justice liés à des discriminations linguistiques ou pas, en fait? Est-ce que la loi s'applique? Oui, bien sûr, ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont très avancés sur la question des droits linguistiques et où il y a des recours nombreux et des décisions nombreuses. Un exemple bien connu, c'est le Canada, notamment sur les droits des minorités, qu'il s'agisse des minorités francophones, des minorités venues d'ailleurs, puisque le Canada est un pays d'immigration, ou des minorités autochtones. C'est le cas en Suisse, enfin, en Belgique, il y a très souvent des recours devant les tribunaux, mais c'est des pays qui ont déjà reconnu et institutionnalisé leur plurilinguisme.
racisme. Donc du coup, les gens à qui on ne reconnaît pas leurs droits dans un pays qui les a reconnus portent plainte devant les tribunaux pour les faire reconnaître. Il y a aussi des textes internationaux, je les ai cités dans la capsule vidéo que vous avez projetée tout à l'heure. Le problème, ils sont donc valables. Je veux dire, par exemple, dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, on peut demander à la Cour européenne des droits de l'homme, se porter devant la Cour européenne des droits de l'homme si on pense qu'on a été victime d'un refus d'exercice de ses droits linguistiques. Mais c'est très compliqué, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, ce qui fait que ça se produit très rarement. C'est tout le problème des discriminations. D'abord, il faut les prouver, ce qui n'est pas évident de prouver une discrimination, que c'est bien pour ce motif-là qu'on vous a refusé un emploi ou qu'on vous a refusé d'entrer dans tel endroit. Et puis, une fois que vous avez réussi à le prouver, ce qui n'est pas simple, ben encore faut-il mener tout le parcours du combattant de faire reconnaître ses droits par la justice, y compris avoir les moyens financiers, tout simplement, de le faire. Donc en fait, on ne peut pas non plus trop se réjouir de la promulgation de ces lois. Ce n'est pas la solution. C'est une partie de la solution parce que la loi a deux fonctions. Elle n'a pas que la fonction de sanctionner et d'obliger. Elle a aussi une fonction éducative. Elle nous dit où sont les interdits. Bien sûr, comme dit le député Euzet, qui est le porteur de la loi contre la discrimination à l'accent en France, il prend cet exemple-là et je le trouve qu'il parle très bien. Il dit « Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de passer un feu rouge ». Bien sûr, il y a quand même des gens qui brûlent les feux rouges, mais tout le monde sait que c'est pas bien de le faire, et donc il y a plein de gens qui du coup ne le font pas, parce qu'ils savent qu'il faut pas le faire. Donc il y a cette vertu éducative d'avoir posé un interdit. C'est vrai, c'est important de poser le symbole aussi de l'interdiction. Et oui, pour le cas marocain aussi, je suis tout à fait d'accord avec M. Blanchet. C'est peut-être parfois ça sert à rien de porter plainte parce qu'on a été victime d'une discrimination linguistique, mais quand même ça permet de faire débat. Et au Maroc, par exemple, il y a un cas où le porter plainte parce qu'on a été victime d'une glottophobie a permis d'avancer un peu, parce qu'à un certain moment, on refusait aux amazirophones d'inscrire sur les états, donc je veux dire les registres de l'état civil, un prénom amazir de leur nouveau-né, et puis ça a fait polémique. À un certain moment, puis on portait plainte parce que on touche pas seulement à leur langue, mais à leur identité, et puis donc l'événement devient une frustration. Donc il n'y a pas un texte de loi qui interdit ces prénoms, parce qu'il y a une liste officielle de ces prénoms qu'on interdit parce que sémantiquement donc ça dit quelque chose qu'il ne faut pas dire, je ne sais pas. Mais pour les prénoms amazirophones, il n'y a pas une liste. Et puis maintenant, récemment, oui, on peut inscrire. Donc voilà, c'est accepté. Et puis grâce à à recourir devant les tribunaux pour porter plainte et pour montrer que c'est pas juste. Parfois, on peut rien faire, mais quand même, ça fait débat. Et puis quand ça fait débat, on peut comprendre ce qu'on croyait normal, mais qui ne l'est pas. D'accord, oui, effectivement, les lois évoluent aussi selon les manifestations dans la société. On va peut-être déclencher ce soir avec ce débat un MeToo sur la glottophobie, et tout le monde va dénoncer toutes les souffrances qu'il a subies sur ce sujet. On arrive à la fin de notre session. Une petite question, peut-être. C'est vrai que en France, on en a parlé. Notre Premier ministre n'est-il pas le symbole intéressant de l'évolution des mentalités, même si lui aussi a été moqué? On a dit des choses, je ne sais pas si c'est drôle ou si c'est triste. C'est odieux. On a dit des choses odieuses. Hein. On a dit des choses terribles. Est-ce que, alors déjà ça dit quelque chose, hein, le fait que sa présence et son accent aient été commentés de cette façon, mais en même temps, est-ce que d'une certaine façon, il ne fait pas remonter les quotas dans les médias de l'accent régional? Si, bien sûr, c'est la première fois que ça se produit dans toute l'histoire de la Ve République, donc depuis 1958, qu'il y ait un responsable politique de haut niveau en France qui parle un français non standard. Effectivement, ça a provoqué des moqueries et des injures, du mépris dans les réseaux sociaux et dans la presse, mais ça a aussi suscité une levée de boucliers de gens qui l'ont défendu, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui a changé. En gros, en France, à partir des années 50-60,
60, on a commencé à ne plus supporter les accents et il y a eu une grande période où on n'en voulait pas. Ça peut s'expliquer par l'histoire linguistique, mais on n'a pas le temps de le faire. Et là, on arrive au moment où les gens commencent à ne plus le supporter et où il sort des livres, des articles, des études universitaires ou pas d'ailleurs, et où il y a des gens comme lui qui suscitent un début de changement. Alors on verra bien ce que ça va donner, hein. Ça n'est qu'un début, mais il y a un signe positif, c'est sûr. D'accord, donc ça c'est plutôt encourageant justement dans les mesures pour lutter contre la glottophobie. Est-ce qu'au Maroc on pourrait dans les médias évoquer quelqu'un qui peut-être aussi fait évoluer la représentation des langues? Quelqu'un avec un accent particulier? Pour le cas marocain, pour l'arabe ou pour le français? Parce que là on parle toutes les langues au Maroc. Oui, pour l'arabe peut-être. Pour l'arabe, récemment, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de stations radiophoniques et du coup, chaque public se retrouve dans l'accent qu'il veut et n'a qu'à changer. Et puis, c'est pas vraiment. Parfois, c'est question de celui qui reçoit et non pas celui qui émet. D'accord, donc en fait ici, on choisit son canal et on choisit donc la langue qu'on va entendre. Oui, la télé, nous n'avons que 3 chaînes qui sont officielles et puis ce qui se passe à la télé c'est ce qui est standardisé jusqu'à maintenant, donc nous n'avons pas cette diversité de l'accent et de manière de parler, surtout quand on présente le journal télévisé, c'est l'arabe standardisé, c'est l'arabe médian à peu près, mais quand il s'agit d'une émission où on reçoit des jeunes, là on se permet de parler donc comme on veut, on est libre, mais franchement donc à la télé jusqu'à maintenant vous voyez vous aussi que c'est toujours ce modèle standardisé, normatif, ou bien je veux dire ce modèle qu'on donne comme l'exemple de la langue arabe qui passe donc à part les films là, on n'en parle pas, ça c'est autre chose. D'accord. Peut-être comme on arrive à la fin de notre session, un mot pour conclure, un message à passer, Monsieur Blanchet? Oui, parce que la question, c'est pas simplement les différentes façons de parler une langue, c'est aussi l'acceptation du plurilinguisme autour de cette langue. Hein. L'idée, on est quand même ici aujourd'hui pour parler dans le cadre d'une réflexion sur la francophonie en général. Hein. L'une des idées fortes du développement de la francophonie ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, on va dire, c'est que le français est une langue qui cohabite avec d'autres langues et que les gens qui parlent les autres langues ont tous leurs droits dans ces autres langues-là. Et donc la francophonie est un espace plurilingue, c'est pas seulement l'espace du français. Et je crois qu'il faut bien penser à ça, parce qu'on disait tout à l'heure, bon, en France maintenant, il y a peut-être seulement provisoirement un Premier ministre qui a un accent du Sud-Ouest, mais pour l'instant, si dans une assemblée régionale ou communale, quelqu'un parle dans la langue locale, corse, breton, occitan, provençal ou que sais-je, ou créole, ça reste un problème. Il y a même une interdiction administrative de le faire. Donc il y a encore tout un travail à faire pour penser cette diversité à la fois à l'intérieur de la langue française et en acceptant les langues qui sont aux côtés du français. Justement, je rebondis sur ce que vient de dire M. Blanchet, puisqu'on est dans un espace francophone, pour lutter contre cette glottophobie, au lieu de dénoncer par les mots, pratiquer cette diversité linguistique dans cet espace où toutes les langues doivent cohabiter. Et par la pratique, on montre ce formidable tableau où les langues cohabitent ensemble. Et puis là, j'aimerais quand même citer une activité qui a été réalisée il y a 3 ou 4 ans ici même à l'Institut français de Marrakech, où j'y étais impliqué. Il y avait même Sabine. On avait fait l'adaptation de romans maghrébins au théâtre, et c'était en plusieurs langues, et sur scène, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir la vie quand on joue en plusieurs langues. On voit que français ou arabe, c'était la grande maison de Mohamed Dib, et puis les enfants de Sidi Moumen, de Mahi Bin Bin. Donc là, moi, je suis convaincu qu'il faut agir comme ça, c'est-à-dire au lieu de dénoncer, de dire c'est discriminatoire, c'est pas juste, donc il faut aller faire des activités qui montrent que quand on parle plusieurs langues, quand
quand on les métisse ou bien les mélange, on montre que c'est une richesse et que l'humanité, en fin de compte, c'est ce mélange, cette diversité, et non pas il y a le centre, il y a la périphérie, et puis qui donne des jugements. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je vais quand même prendre une dernière question parce qu'elle me semble vraiment intéressante pour vous, Mohamed, et parce qu'elle concerne les enseignants. Et les enseignants ici sont très concernés par la langue française. Comment les enseignants se positionnent-ils par rapport à la glottophobie, même sans connaître le mot, ou par rapport aux discriminations linguistiques? Alors là, vous me donnez l'occasion de parler de quelque chose dont je suis convaincu. Aujourd'hui, je pense que le jour est bon pour en parler. C'est la formation des enseignants. Il y a quelque chose il y a un maillon qui manque à la chaîne de cette formation, c'est la compétence à la médiation langagière. Ce n'est pas une langue qu'on enseigne, ce n'est pas une langue étrangère qu'on enseigne qui est définie par sa grammaire et sa syntaxe, mais plutôt une langue qui est en contact à d'autres langues. Et puis, il faut comprendre ce qui se passe dans la salle de classe, et ces interférences linguistiques. Parfois, l'enseignant, pour répondre à la question directement, l'enseignant n'est pas conscient que puis prononcer ou mal articuler, ou bien dire au féminin ce qui est masculin ou le contraire, que ça provient de la langue première ou la langue maternelle de l'élève, que c'est pas une, je dirais entre guillemets, faute grammaticale, mais quand même, ça s'explique. Une fois on comprend que ce qu'on enseigne, c'est une langue qui est en contact à d'autres langues, on peut comprendre ce qui surgit comme phénomène de croisement de ces deux langues au niveau phonétique, au niveau syntaxique, au niveau grammatical. Et puis après, une fois qu'on le comprend, on comprendra que ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur, mais tout simplement quelque chose qu'il faut prendre en charge quand on enseigne cette langue. Du coup, je reviens à la formation des enseignants. Enseigner une langue, c'est pas apprendre la langue comme système puis aller l'enseigner, mais quand même avoir une posture d'un enseignant médiateur qui est capable de comprendre donc l'environnement, la situation, le contexte, de l'analyser, puis pouvoir avoir plusieurs, je dirais, plusieurs armes didactiques pour pouvoir gérer chaque situation, surtout quand on passe d'un milieu géographique à un autre, il y a des choses qui changent. C'est difficile de généraliser, bien sûr, mais est-ce que les professeurs qui sont en première ligne sur cette question de la transmission de la langue et des représentations que cette transmission va véhiculer, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Ou est-ce qu'il y a un travail à faire pour que, justement, dans leur activité d'enseignant, ils enseignent aussi la tolérance linguistique? Alors, je préfère plutôt l'hospitalité linguistique parce que le mot tolérance, quand même, quand on dit je tolère, ça veut dire j'avoue déjà qu'il y a, mais quand même l'hospitalité dans les deux sens. Je trouve l'expression très réussie de M. Blanchet, mais franchement, on peut pas généraliser comme vous l'avez dit. On peut pas généraliser. Il y a des enseignants qui ont la conscience que le français, c'est pas seulement la langue, mais c'est la communication, et puis c'est une langue étrangère, et l'apprenant à une autre langue en son actif, et c'est tout à fait normal de ne pas donc maîtriser la langue comme le veut l'enseignant. Parfois même l'enseignant lui-même donc est porteur de cette idée, parce que c'est un cercle vicieux quand on forme, parce que l'enseignant est passé par la même école, et puis après la même formation, certainement il va reproduire les mêmes schèmes, et donc on ne sera pas un peu, je veux dire, surpris s'il garde la même posture avec laquelle il a grandi, il a appris le français. D'accord. Très bien. Alors, on a dit des choses très positives en fait. Moi, j'étais partie sur un sujet en disant que c'était une cause de souffrance, mais en fait, on a dit des choses très positives. Pour terminer sur une note aussi qui illustre la langue française et la diversité de cette langue, j'ai parlé en introduction du dictionnaire des francophones. Alors, moi, j'aimerais bien
demander à Mohamed et à Philippe s'ils ont un mot. Alors le principe de ce dictionnaire, c'est donc que chacun contribue avec un mot de la langue française qu'il utilise chez lui, dans sa position géographique, et qui a un sens particulier. Alors moi j'en ai un, parce que je suis allée voir, c'est un mot français, mais un mot français du Maroc, que je n'ai jamais entendu ailleurs. On va voir si vous le devinez, je vais le faire sous forme de devinette. Il n'est pas dans le dictionnaire, donc il faut que je le mette. Donc c'est un mot qui, en Normandie, est défini, parce qu'en fait le dictionnaire fonctionne de la façon suivante, vous rentrez le mot et puis vous avez toutes les définitions selon la zone géographique. Donc ce mot que je ne vous donne pas, et qu'il faut deviner, signifie en Normandie écume du bord de la mer. Il signifie en Belgique personne qui parle à l'excès, qui est très bavarde. Il signifie aussi petite pièce de tissu qu'on attache sous le menton des jeunes enfants pour recevoir la bave, la salive qui coule souvent de leur bouche. Il signifie plus largement dans le monde francophone une pièce de cuir protégeant la poitrine, partie du tablier ou de salopette couvrant la poitrine. Quel est ce mot du français du Maroc? Est-ce que quelqu'un a une idée ici, quelque part? Oui, c'est la bavette. Bravo. Donc la bavette, c'est un mot qui est malheureusement d'actualité, puisque c'est ça. Ici, on ne parle pas de masque, on parle de bavette. Je trouve ça tout à fait charmant. Et je pense que c'est un mot qui a tout à fait sa place dans le dictionnaire des francophones. Est-ce que, Mohamed, vous avez un mot qui vous vient à l'esprit, qui est un mot français, mais utilisé ici au Maroc? Et Philippe, est-ce que vous en avez un, peut-être un mot français de Bretagne, qui aurait sa place dans ce dictionnaire des francophones? Il faut, comme ça là. On n'était pas prévu. Non, c'était moi j'avais préparé, mais quand même vrai il y a un mot qui me vient à l'esprit maintenant. C'est un mot français, mais qu'on utilise donc à la marocaine. Et bizarrement, ça dit tout à fait le contraire du sens français. Ça vient du verbe régler, c'est régler, mais quand même quand on dit d'une personne mrigel, alors mrigel c'est pas donc mrigel ça veut dire il n'est pas réglé, c'est-à-dire mal réglé. Non, c'est pas mal réglé, mais quand même quelqu'un qui est comment on dit, à la fois il est fourbe, mrigel, c'est-à-dire il faut pas le prendre au sérieux, mais en même temps malin et puis qui nous fait des tours. Alors que le verbe régler, il est réglé, donc ça veut dire c'est les normés. Et donc, mrigel, bon, vous pouvez mettre ce mot-là dans le dictionnaire avec l'accent mrigel, oui, avec l'accent pour montrer que quand on adopte un mot, on se l'approprie et puis après, il y a un parcours que le mot parcourt et du coup, il change de sens. Et c'est un mot typiquement marachi, pas comme seulement le marocain, c'est marachi. Oui, marachi. Très bien, bon, mais en tout cas, j'espère que tout le monde a un mot supplémentaire dans son vocabulaire aujourd'hui grâce à la bavette et au terme de glottophobie. Merci infiniment à nos deux invités pour ce moment d'échange. On se retrouvera dans d'autres antennes pour continuer à évoquer ce sujet. Merci Philippe Blanchet. À très bientôt alors. À très bientôt en duplex et on espère vous accueillir quand ce sera possible au Maroc. Merci Mohamed pour votre éclairage sur la question de ce sujet ici au Maroc. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et rendez-vous prochainement ici à Marrakech pour la suite de ce cycle de la nuit des débats d'idées et dans les autres antennes pour les rendez-vous de la francophonie. Merci beaucoup. Merci. Le